C'est la radio de Donald Macron. On va lui parler de la Russie. Ça n'arrête pas Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Puis surtout à notre invité, Monsieur Gobin, qui vient nous parler de son livre, La face cachée de l'Empire mulier. C'est vrai que d'abord c'est bien d'avoir pris l'initiative de venir nous en parler. C'est pas si courant que ça qu'on reçoive des confrères français sur des sujets comme ça. Et puis, en même temps, j'avoue que pour moi aussi, ça a été une surprise, parce que bien qu'étant proche voisin de la France et y allant souvent, je n'avais pas conscience, justement, de l'importance de ce groupe. Donc, voilà, merci encore. Et puis, comme le veut notre tradition, avant de vous donner la parole, je vais vous demander de signer notre petit livre d'or, juste une signature. Et puis je vous remets un petit souvenir de Suisse. Je vous remercie. Suisse, voilà. Je vous remercie. Très bien. Puis alors on va faire comme on le fait habituellement pour ce genre de choses. On va laisser la parole à Monsieur Gobin pendant un quart d'heure pour un peu présenter les grandes lignes du livre. Puis après on passe aux questions. Alors, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à des confrères suisse. Voilà. Pourquoi la Suisse? Pourquoi aujourd'hui? Le livre La face cachée de l'Empire mulier, qui est sorti il y a quelques semaines en France, sort aujourd'hui en Suisse, d'où la raison de ma venue et de ma présence parmi vous. Les Muliers et la Suisse, le lien n'est pas très évident. Autant les enseignes de la famille Mulier sont très présentes en Italie, en Espagne, au Portugal et puis dans plein d'autres pays dans le monde. Mais en Europe, la Suisse est un petit peu un cas à part pour ce qui est de l'expansion de ces enseignes. Voilà, ça tient à des raisons historiques. Et puis les distributeurs français, qu'il s'agisse de Carrefour, Leclerc, Intermarché, ont toujours privilégié un développement dans les pays du Sud, où ils se sentent plus à l'aise, que dans les pays d'Europe du Nord. Et d'un point de vue économique, je pense que la Suisse est plus assimilable à une société d'Europe du Nord, si je peux me permettre, que d'Europe du Sud. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, parce que ça n'est pas ma spécialité. Mais voilà, donc... les Muliers représentent malgré tout, alors ils ne sont pas très connus des Français, bien que chaque famille française laisse chaque année 10% de ses dépenses d'alimentation, d'équipement de la personne, d'équipement du foyer aux caisses des enseignes de la famille Mulier, ils ne sont pas très connus. Les Français connaissent Dassault, connaissent Rothschild, connaissent Bernard Arnault, tous ces grands capitaines d'industrie qui font souvent la une des médias. Les Muliers, eux, ne sont pas connus. Ils sont malgré tout la première fortune française. Si on additionne le patrimoine constitué par la valeur de l'ensemble de ces enseignes, on arrive à 30 milliards d'euros. Et encore, ça n'inclut pas le foncier. Les Muliers ont cette particularité non seulement de posséder les enseignes, les fonds de commerce, mais également de posséder le sol, les murs dans lesquels ces enseignes existent. Et on peut considérer que ça double la valeur du patrimoine. Je vous laisse imaginer ce que ça représente comme trésor. Voilà, donc ils sont parmi les plus riches en France. On ne les voit pas non plus pas beaucoup dans les classements, parce que ce patrimoine est éclaté sur plus de 700 têtes. Il y a 700 cousins associés au sein de la famille Mulier. Donc voilà, cette fortune, quand vous la divisez, ça fait des plus petites sommes. Mais malgré tout, on a un actionnariat commun qui n'est pas consolidé au plan capitalistique par le biais d'une ESA. Chaque
chaque enseigne chez les Mullier est autonome, elle a son propre statut de SA, il n'y a pas de lien capitalistique entre elles, elles ont simplement en commun d'avoir des actionnaires qui sont tous des cousins. C'est ce que je révèle dans le livre, c'est le pacte tous dans tout, qui est une construction juridico-patrimoniale élaborée en 1955. Tous dans tout, ça veut dire on est tous propriétaires de toutes nos entreprises. Si vous naissez dans la famille Mullier ou si vous épousez un membre de la famille Mullier, vous avez la faculté donc d'acquérir des titres, mais vous n'aurez pas la faculté d'arbitrer votre portefeuille. Ce n'est pas parce que vous vous intéressez au sport que vous pourrez acquérir davantage de titres Décathlon et un peu moins de titres Kiabi ou Boulanger. Non, tout le monde a un portefeuille. Le titre AFM est constitué de part des différentes enseignes dans les mêmes proportions pour tous. Et ça, c'est le tous dans tout qui leur a... C'est une formule vraiment ingénieuse qui leur a notamment permis de rester entre eux, 100% familiaux, sans avoir à introduire le capital en bourse. Généralement, avec les entreprises de cette taille-là, on parle là d'un périmètre global de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si vous regardez les autres entreprises de cette taille, mis à part en Europe Ikea, le suédois Ikea, les néerlandais de Brenningmeier et quelques autres, la plupart des entreprises à ce niveau, à cette taille-là, sont introduites en bourse parce que le développement coûte cher et ouvrir des filiales à l'étranger, en Chine, en Russie, ça coûte beaucoup d'argent. Donc généralement, les entreprises font le choix d'introduire d'abord 10, puis 20, puis 30, etc. Par du capital en bourse. Les Mullier, eux, grâce à cette formule, sont restés tous ensemble. Pour faire un petit peu d'histoire, ce qui s'est passé en 1955, au décès, au moment de la succession des parents du couple Mullier-Lestienne, un couple de petits filateurs de la région de Roubaix, dans le nord de la France, tout près de la Belgique. Là où traditionnellement, dans les familles textiles du Nord, au décès des parents, chaque enfant repartait avec sa cheminée, l'un allait hériter de la filature, l'autre de l'atelier de retordage, un troisième de la teinturerie. Les Mullier, plutôt que de se partager l'héritage des parents, ont dit voilà, on va rester tous ensemble, collectivement propriétaires de nos affaires. C'est une formule assez originale et qui avait notamment pour objectif de permettre à ceux des frères et sœurs qui n'avaient pas la fibre entrepreneuriale de malgré tout leur assurer un avenir financier. Parce que ceux qui n'ont pas la fibre entrepreneuriale et qui préféraient, par exemple, utiliser les dividendes pour faire la fête, au bout de quelques années, ils n'auraient plus du tout de patrimoine. Donc leurs frères se sont ingérés dans leurs affaires en leur disant « Toi, voilà, on va pas te donner ta part, tu la boiras trop vite, on va te donner des titres de notre entreprise. » Et c'est une particularité parce que ce faisant, ils ont comment dire... ils se sont ingérés, ils ont fait une action de tutelle sur leurs frères et sœurs qui étaient pourtant parfaitement, je dirais, n'étaient pas placés sous tutelle. En même temps, grâce à ça, ils ont permis aux enfants, aux petits-enfants de ces cousins qui étaient un petit peu au bord de la route, eh bien de rester associés à la famille et d'être aujourd'hui millionnaires. Parce que quand on est dans cette famille, on est avec non pas une cuillère d'argent dans la bouche, mais un compte en banque qui est déjà bien garni. Les Mullier ont un rapport assez particulier à l'argent. Une part importante de l'argent est dans les entreprises. Ils considèrent qu'il n'y a pas de meilleur investissement pour eux que de laisser l'argent dans leurs entreprises. Si vous comparez, par exemple, l'évolution du CAC 40, qui est l'indice de la Bourse de Paris pour les valeurs cotées, l'action tous dans tout, donc cette action qui n'existe pas, qui n'a de valeur qu'au sein de la famille Mullier, progresse 4 fois plus vite, à une valorisation 4 fois plus rapide. Donc ça montre que l'argent laissé dans leurs entreprises fera une épargne beaucoup mieux rémunérée que s'ils la plaçaient en bourse ou dans d'autres secteurs. Et la cohésion familiale est liée à cette performance économique. Si les entreprises, les unes à côté des autres, ne sont pas capables de délivrer ce retour sur placement, sur investissement, eh bien, il y a des cousins qui partiraient. Or, le nombre de cousins
qui cèdent leur titre, il est très très faible. Au moment avant l'éclatement de la bulle Internet, au tournant des années 90-2000, il y a des membres de la famille qui s'étaient dit on va investir dans les valeurs, les valeurs qui à l'époque étaient des valeurs à très forte croissance. Quelques-uns ont fait ces investissements. La bulle Internet a éclaté, ils sont tous rentrés au bercail et aujourd'hui, les Mullier restent très très investis dans leurs enseignes. Ils sont investis capitalistiquement, mais ils sont également investis au plan du travail. Il n'y a pas de droit au fauteuil chez les Mullier, mais les cousins qui veulent travailler dans les enseignes sont les bienvenus. Donc il y a quelques centaines de cousins qui ont des postes un petit peu tous les échelons. Il y a des gens qui sont restés chefs de rayon. On peut être Mullier et rester chef de rayon. Il y en a qui sont devenus dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, Auchan est présidé par Vianney Mullier, qui est évidemment un Mullier. Mais il y a des cousins qui restent un petit peu au bas de l'échelle. Et cette absence de droit au fauteuil, quand on les interroge, et j'ai pu en parler avec quelques-uns, alors non pas de manière dans le cadre d'interviews officielles, parce qu'ils n'ont pas souhaité que je fasse cette enquête, ils sont très discrets, donc il n'y a eu officiellement aucune interview, mais malgré tout, sur les 700, j'ai pu échanger avec une cinquantaine d'entre eux, et cette absence de droit au fauteuil revient régulièrement comme une des explications qu'ils donnent à leur succès. Et l'autre explication qu'ils donnent, c'est l'autonomie des entreprises. Chaque patron est patron chez lui. L'entité AFM, Association Familiale Mullier, nomme les dirigeants, mais ça s'arrête là. Elle n'oblige pas, par exemple, Auchan est l'un des premiers revendeurs de vélos en France. Decathlon doit être le numéro 2 ou l'inverse. On pourrait imaginer qu'ils aillent ensemble en Chine acheter leur vélo et puis au lieu de ramener 50 containers, en ramener 100. Non, chaque enseigne est libre de coopérer ou pas avec les autres enseignes. Dans le secteur du textile, par exemple, les enseignes sont très en concurrence les unes vis-à-vis des autres. Et là, c'est chacun pour soi. Autant il y a des gentillesses entre cousins, une très forte solidarité familiale, autant les entreprises elles-mêmes ne se font aucun cadeau. Il y avait le cas d'un membre de la famille qui s'appelait Hugues Mullier, qui il y a quelques années avait monté une petite boutique de magasins d'informatique. Et puis, donc, il avait un compte en banque bien doté puisqu'il était un héritier Mullier. Il gagnait beaucoup plus d'argent avec les dividendes de la famille qu'avec sa petite enseigne. Mais toujours est-il qu'un jour, il a voulu se faire comme la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le bœuf. Il s'est porté acquéreur d'une enseigne parisienne qui s'appelait Surcouf, qui était une des belles valeurs, une belle enseigne de revente d'informatique en France, sur Paris. Sauf que ses cousins n'y croyaient pas du tout, ne l'ont donc pas aidé à faire cet investissement. Il a fait son investissement, il a planté Surcouf, il a planté les 2 petites boutiques qu'il avait avant, et ses cousins l'ont laissé se débrouiller seul. Personne n'a levé le petit doigt pour aider l'enseigne Surcouf. On aurait pu imaginer que Boulanger, je sais pas, non, il n'y a pas de boulanger en Suisse. Boulanger, c'est un petit peu comme Saturne. Donc voilà, de l'électroménager. On aurait pu imaginer que Boulanger rachète les magasins Surcouf. Non, ils l'ont laissé se débrouiller seul. Et donc cette autonomie des enseignes, elle est, selon eux, l'une des raisons du succès. Je vais vous prendre un autre exemple assez cocasse. Gérard Mullier, donc le fondateur d'Auchan, a développé une société foncière, donc celle qui possède les murs sur lesquels lui ou ses cousins édifient leurs magasins et leurs enseignes. Il avait un cousin qui s'appelle Stéphane, qui dans les années 70 a lancé l'enseigne Pickwick. Pickwick, c'est une enseigne de jeux, une enseigne pour les enfants, voilà. Il avait donc loué à son cousin sur un centre commercial du Nord une surface. Stéphane Mullier développe Pickwick et un jour Stéphane Mullier a la surprise de voir le géant américain Toys R Us débarquer à 300 mètres de son magasin. Et il va voir son cousin Gérard Mullier, il dit quoi ? Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi est-ce que tu es allé louer cette surface commerciale à cette entreprise américaine qui veut inonder l'Europe de ses jouets ? Et Gérard Mullier,
qui avait évidemment sans doute fait une très bonne affaire au plan du loyer avec Toys R Us. Gérard Mullier dit à son cousin, tu verras, d'avoir ton principal concurrent à 300 mètres de chez toi t'obligera à être meilleur. Et ça a été très dur pour Stéphane Mullier parce qu'on a Toys R Us en face chez soi. Mais voilà, ils ne se font pas de cadeaux et ça illustre ces exemples, l'autonomie et l'indépendance des entreprises. Alors au sein de je parle dans mon livre, j'assimile cette famille Mullier à une nation Mullier parce qu'ils sont aujourd'hui nombreux, 1300 cousins vivants, dont 700 ont plus de 20 ans et donc sont associés, détenteurs de parts. Voilà, ces 700 cousins ont besoin de lois, de règlements, et ils ont même une constitution. Alors les lois, les règlements évoluent plus souvent que la Constitution, à laquelle on ne retouche que de manière très périodique. Mais il y a des lois, par exemple, pour tenir compte de l'évolution de la société. On est chez les Mullier en présence d'une famille très catholique. Une part importante des textes fondateurs de leur Constitution sont tirés des encycliques papales de Jean XXIII. Qui ont été élaborés à une période où l'Église voulait réaffirmer l'intérêt de la propriété privée, notamment par rapport au système communiste qui se développait à l'est de l'Europe. Donc voilà, il y a une constitution très inspirée de valeurs catholiques. Les Mullier sont de fervents catholiques. Malgré tout, ils sont dans la société française et pour prendre un exemple, enregistre un taux de divorce qui n'est pas à l'égal de celui de la société française, mais qui malgré tout progresse très vite. Ils ont dû se positionner sur qu'est-ce qu'on fait des divorcés. Est-ce qu'on leur permet toujours de rester propriétaires des titres qu'ils ont pu acquérir suite à leur mariage ou pas ? Est-ce qu'on crée des titres de catégorie B pour les divorcés ? Voilà, ils ont dû se positionner sur des thématiques comme celle-là, réfléchir et voter en Assemblée Générale, créer d'abord des commissions, puis ensuite voter en Assemblée Générale pour savoir ce qu'il fallait faire des divorcés. Je vais prendre un exemple qui s'est produit l'année dernière. Donc le conseil familial, il est élu par l'Assemblée des 700 cousins associés et il est constitué de 7 gérants. Et puis parmi ces 7 gérants, il y a le primus inter pares, qui est le président élu parmi les 7. Voilà. Actuellement, les Mullier l'année dernière, ils ont confié la présidence pour 4 ans de leur conseil familial à ce qu'on appelle une pièce rapportée, un gendre, qui plus est âgé de 40 ans. Ça reflète une certaine ouverture d'esprit, permettre à un gendre qui n'est pas du sang, parce que ça, chez eux, l'expression « être du sang », c'est pas rien. Donc, ils ont confié la présidence à quelqu'un qui n'est pas du sang, et puis qui, en plus, avait 40 ans. Si on compare le conseil de gérance de la famille Mullier par rapport aux autres conseils d'administration dans les entreprises françaises, il y a un écart de 15 ans au niveau de la moyenne d'âge. De la même manière, je fais une petite digression, de la même manière, les Mullier considèrent que les décisions qui impacteront la vie de leurs entreprises dans 20 ans, ils ont une vision très à long terme de la détention de leurs entreprises, que ces décisions qui entreront en application dans 20 ans ne doivent pas être aujourd'hui prises par des gens qui en ont 60, mais par ceux qui ont entre 20 et 40 et qui seront entre 40 et 60 dans 20 ans. Donc ils font réfléchir les jeunes aux évolutions de la gouvernance. J'en viens maintenant à l'exemple. Parmi les 7 gérants, il y avait Pierre-Alain Vielvoix, qui est un gendre. Pierre-Alain Vielvoix a divorcé, voilà. Les Mullier l'ont donc prié de revendre ses titres, ils lui ont racheté ses titres. Il a été prié de démissionner du conseil familial, mais en même temps, puisqu'il l'aimait bien et qu'il le trouvait très compétent, ça les embêtait de se priver d'un talent comme les siens. Donc, le jour même de la démission, il a été nommé président du conseil de surveillance du groupe ADO, qui est la maison mère de Leroy Merlin, numéro 1 européen du bricolage, l'entreprise la plus rentable en pourcentage avec Decathlon au sein de toute cette galaxie Mullier. Donc vous voyez, d'un côté on lui dit voilà, tu n'es plus de chez nous, mais on te confie quand même des responsabilités économiques considérables. Une autre petite particularité, puis j'en ai, parce que je n'ai pas regardé l'heure, mais peut-être que je vais arriver au bout du quart d'heure imparti, vous me dites. Hein. Et un exemple, donc moi je connais mes cousins germains, je connais éventuellement les enfants de mes cousins germains s'ils habitent pas trop loin de chez moi, mais après je les connais pas, je ne sais pas mettre les noms sur les visages. Chez les Mullier, ils sont 1300 nés et ils ont mis en place toute une structure qui n'est pas économique mais qui est familiale pour permettre
aux cousins, à ceux qui demain seront amenés à prendre des décisions ensemble, de se rencontrer, de faire connaissance, même s'ils habitent dans des pays différents ou à des extrémités de la France. Donc ils ont des programmes, ce qu'ils appellent de l'affectio societatis, entretenir l'affectio societatis, faire qu'on se sente dans une famille, et donc dans une famille qui après fait des affaires économiques ensemble. Au plan pratique, si vous avez un centre équestre en Dordogne, vous allez proposer, par exemple, à tous ceux qui ont 11 et 12 ans dans la famille, de venir, s'ils le souhaitent, faire passer une semaine de stage équestre. Celui qui a une maison en Bretagne, près d'un site nautique, eh bien, il va pouvoir organiser pour les 16-17 une semaine de voile. Et donc, ils multiplient les occasions pour les enfants de se rencontrer, et lorsqu'ils arrivent à l'âge de 20 ans ou 22 ans et qu'ils deviennent actionnaires, après déjà, ils ne se découvrent pas, ils ont eu déjà l'occasion de se pratiquer pendant l'enfance. Voilà donc un petit peu pour la manière avec laquelle ils sont organisés, quels sont les points les plus originaux. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres organisations de ce type en Europe. Au plan juridique, on a en France un système qui s'appelle la tontine, mais qui ne correspond pas non plus exactement à leur système. Donc c'est un cas unique. C'est un cas unique à cette échelle économique. 1,5 million de salariés dans le monde, 500 000 employés dans le monde. Auchan se développe beaucoup. Auchan donc, est le vaisseau amiral de cette noria d'enseignes. Auchan se développe beaucoup en Chine. Ils sont les numéros 1 du commerce en Chine. Ils ouvrent, imaginez, un centre commercial chaque semaine en Chine. Donc un centre commercial, c'est un Auchan, c'est toute la galerie qui va avec. Il y a généralement 1000 emplois. Ils en ouvrent un toutes les semaines en Chine, donc ils ont une progression très forte là-bas. Ils sont numéro 1 de l'hypermarché en Russie. J'ai passé un peu de temps en Russie. Il y a un chapitre dans le livre qui est consacré à la Russie. Quand vous faites le tour du MCAD à Moscou, c'est très impressionnant de voir toutes ces enseignes, qui me sont familières plus à moi, français, qu'à vous, suisses, mais malgré tout, de voir tous ces gros centres commerciaux avec des caractères qui sont les nôtres et qui ne sont pas des caractères cyrilliques, c'est assez impressionnant. Donc voilà, ils ont une expansion internationale très forte. Vianney Mullier, le patron d'Auchan, dit... je ne vais pas dire qu'il appelle de ses voeux, mais il souhaite que la France devienne marginale au sein de l'entreprise, parce qu'en France, la situation concurrentielle est forte, les marges sont faibles, les euros investis le sont bien mieux par les Mulliers à Novosibirsk ou dans les villes reculées de la Chine qu'ils ne le sont sur l'Hexagone. Il y a un potentiel considérable pour eux, parce qu'ils ont des enseignes qui accompagnent bien souvent dans les pays l'émergence d'une classe moyenne. On l'a vu en Russie, on le voit en Chine. C'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas très forts aux États-Unis, qu'ils ne sont pas en Grande-Bretagne ou assez peu, qu'ils ne sont pas en Allemagne. Ce sont vraiment des enseignes qui ont un savoir-faire pour accompagner les classes émergentes dans les pays où elles se développent. Très bien. Merci beaucoup. Intéressant, effectivement, parce que assez inédit. Je trouve intéressant la manière dont cette famille fonctionne, parce que je trouve que c'est une autre vision du capitalisme, finalement. Et bon, vous dites qu'il n'y a personne d'autre en Europe, mais est-ce qu'il n'y a pas je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retenir de ce fonctionnement-là par rapport... Là, je fais une réflexion peut-être plus d'ordre entrepreneurial ou économique, ou c'est de macroéconomique, en ce sens qu'il y a... Je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être des possibilités auxquelles on n'avait pas pensé, de développement capitaliste de façon plus associative. On cherche des alternatives, par exemple à la spéculation boursière, etc. Je ne sais pas, quelle est votre appréciation par rapport à ça? Ils ont un rapport à la bourse, les Mulliers... Et à l'argent, me semble-t-il. Et à l'argent, voilà. Les Mulliers disent la bourse, c'est la prostitution des entreprises. Ils considèrent que la plupart des décisions qui sont prises dans les entreprises cotées sont prises d'abord pour rendre le titre attractif et doper le cours de bourse, plutôt que pour profiter à l'activité de l'entreprise. Donc vis-à-vis de la bourse, mis à part la Chine, où pour se développer sur le marché chinois, ils ont dû créer une co-entreprise, sinon aucune de leurs enseignes ne sont cotées en bourse. Ils sont même très opposés au système. Ils ont une vision, donc, comme je le disais, à long terme de la détention de leurs entreprises.
et ils se sont organisés fiscalement. Alors ils sont des génies de l'optimisation fiscale. Ils se sont organisés pour avoir à prélever le moins de dividendes possible, se disant voilà, tout ce qu'on ne prélèvera pas restera dans les entreprises. Donc ils ont une consommation de dividendes, de coupons qui est assez modérée, notamment parce que l'optimisation fiscale qu'ils ont mise en place leur permet. Mais donc l'idée chez eux, c'est de réinvestir au maximum. Les cousins flambeurs, il y en a quelques-uns, il y a quelques jet-setters, ne sont pas les mieux vus dans la famille. J'avais raconté dans un autre ouvrage l'histoire de ce fils qui un jour demande à son père pourquoi il y a eu tant d'argent de virer sur le compte de dépôt à vue. Son père lui dit ben voilà, c'est comme ça cette année. Parce que les Mulliers, comment dire, il y a une structure familiale qui organise tout et qui décide qui s'occupe de la gestion de la trésorerie pour les associés. Donc ce jeune cousin était un peu surpris de voir tous ces millions qui arrivaient sur son compte de dépôt à vue. Ni une ni deux, il va chez le concessionnaire BMW de Mouveau, il achète un 4x4 et il revient le soir, il est avec son 4x4 tout content de montrer sa voiture à son père. Son père lui dit ça va pas, tu me retournes ça immédiatement chez le concessionnaire. Voilà, ça se fait pas trop chez eux. Alors il y en a un qui roule avec des grosses voitures et ils vivent quand même comme d'honnêtes bourgeois. Ils ne manquent de rien, mais flamber l'argent et le dépenser, ça se fait pas trop chez eux. Il y a un rapport à l'argent qui est le capital de l'entreprise avant d'être l'instrument de jouissance matérielle. Appuyez sur le bouton. Enfin, appuyez sur... Alors, je voudrais savoir, par contre, les actions de cette FM, elles sont réparties de manière égale sur tous les cousins, tous les membres de la famille, ou il y en a quelques-uns qui détiennent des actions majeures du groupe ? Pas d'actions majeures. Comme je disais, vous détenez des actions qui sont un portefeuille, un panier garni de titres des différentes enseignes. Donc la composition du portefeuille, elle est identique pour tous les cousins. En revanche, il y a des cousins qui peuvent choisir de se renforcer en titres familiaux, d'autres peuvent choisir de s'alléger. Donc il y a de fortes disparités. Il y a chez eux des riches et des pauvres. Je raconte dans le livre, je raconte des échanges assez houleux lors d'une assemblée générale où les gros actionnaires, chez eux, les votes se font au pourcentage du capital, où les gros actionnaires traitent de bolcheviques ceux qui voudraient des votes per capita, par personne, parce qu'il y a des écarts importants. Si vous naissez dans une famille où il y a 10 enfants, vous hériterez un dixième de ce que vos parents légueront. Si vous naissez dans une famille où il n'y a que 2 enfants, vous en aurez la moitié. Donc forcément, par rapport à vos cousins, vous serez mieux dotés. Mais après, certains peuvent choisir de s'alléger ou de se renforcer. Donc, il y a des achats et ventes entre les membres. Voilà, il y a une bourse annuelle, une fois par an. Chacun se positionne, dit ben voilà, moi je veux m'alléger, moi je veux renforcer. Celui qui doit refaire, je ne sais pas, qui veut construire une piscine, il a peut-être besoin d'un peu de liquidité, donc il va dire moi je vends. Et il y a une caisse tampon également pour permettre qu'en cas de coup dur, l'association ne soit pas. Imaginez, je ne sais pas, qu'il y a un séisme financier ou qu'il se passe une guerre ou quelque chose. Ils ont tout prévu, donc il y a une caisse de rachat. Alors il y a des cousins qui disent que la caisse de rachat elle est trop importante, que vouloir se prémunir à ce point c'est excessif. D'autres disent on n'est pas assez protégé. Donc ils ont vraiment mis en place beaucoup d'outils pour sécuriser leur système. Oui, il faut appuyer sur le bouton. C'est monsieur qui parle, il faut appuyer sur le bouton. Parlez au micro. Oui, je voulais juste savoir, on voit qu'il y a 35 descendants en 1935. Comment, avec ces 35 descendants, ils sont arrivés à 1300 aujourd'hui? Ils sont 35 descendants en 1935, qui sont les descendants donc du couple Louis Mullier et Marguerite Mullier-Lestienne, qui se sont mariés en 1900. Donc vous voyez, un mariage en 1900, 11 enfants. En 1935, ils sont 35 enfants. Les 11 ont eu 67 cousins. Les 67 en ont eu 280. Et aujourd'hui, on arrive à 1300 personnes nées. Évidemment, ils se
projettent dans le futur, ils sont déjà ils ont réfléchi à comment ils seraient organisés quand ils seraient 2000. Ils sont, j'ai dit tout à l'heure, de serial entrepreneurs, ils sont aussi des serial reproducteurs, si vous pouvez me permettre. Ils font beaucoup d'enfants. Les muliers, quand vous les croisez, il y a deux choses dont ils vont vous parler. C'est, alors est-ce que vous avez des enfants? Ils font quoi? Ils font quoi comme études? Ils sont passionnés par les enfants, y compris ceux des autres. Et ils ont deux valeurs. Et quand vous échangez avec eux, c'est même surprenant. Il y a deux valeurs qui remontent toujours, c'est la création et les enfants. Et la création donc d'entreprises, voilà. Un jour, j'ai entendu André Mullier qui disait, voilà, on nous fait croire depuis des décennies que le péché suprême dans l'Église catholique, c'est le péché de chair. Il dit non, le péché suprême, c'est de ne pas utiliser les talents que le Créateur nous a donnés. Donc ils ont toute une... et pour eux, créer, c'est voilà, c'est pas rester les deux pieds dans le même sabot et monter une boîte. Est-ce qu'il y a des muliers qui sont francs-maçons? Ils ont toujours gardé une distance importante avec ça. Et dans le Nord, il y a donc la région de France dont ils sont originaires, il y a beaucoup de francs-maçons. Et les muliers ont toujours gardé un cordon sanitaire. Et je peux vous dire que c'est pas... les milieux, par exemple, le milieu patronal du Nord est très... comment dire, la franc-maçonnerie est très implantée. Dans les milieux patronaux du Nord, les muliers sont toujours restés à l'écart de ces cercles-là. Alors, ils paient la cotisation au MEDEF local, voilà, mais ils ne se sont jamais impliqués dans les organisations, notamment pour ne pas avoir à se mélanger à des gens dont ils ne partageraient pas les convictions ou les aspirations. Catholiques intégristes? Pas intégristes. Alors, il y a sur les 700 cousins, vous avez des cousins qui vont militer contre l'avortement, qui sont voilà. Je vous dis, c'est une petite nation, donc il y a de tout. Globalement, ils vivent plutôt avec leur époque et l'époque aujourd'hui, elle est à la modernité, donc voilà, ils sont un peu plus dans la modernité. Bonjour, Gilles Labarthe de l'agence de presse Datas. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très intéressant et c'est presque une présentation d'ordre sociologique, hein. Ça fait penser au livre du couple de sociologues Pinson-Charlot, notamment l'adaptation en bande dessinée, La riche, pourquoi pas toi. On voudrait bien en faire partie parfois, mais je me posais la question par rapport à la presse suisse, si vous deviez vendre votre investigation, parmi les révélations que vous auriez à faire ou des éléments d'information qui peuvent intéresser la presse suisse, qu'est-ce que vous présenteriez ce matin? Ce que je serais tenté de dire, c'est qu'il existe à côté de la Suisse, dans un pays qui s'appelle la France, dont vous, les Suisses, vous identifiez bien les milliardaires bien connus que sont Bernard Arnault, François Pinault, les empereurs du luxe. Vous ne connaissez pas, mais les Français ne les connaissent, le grand public français ne connaît pas non plus les muliers. C'est une sorte de fortune cachée, d'organisation cachée, de clans cachés. On connaît leurs enseignes, elles sont omniprésentes, mais personne ne connaît les muliers, personne ne connaît cette famille qui emploie, c'est le premier employeur en France, 1,5 million de salariés dans le monde. C'est un cas, c'est le premier employeur hexagonal et personne ne le sait. L'autre point, je révèle dans le livre des éléments liés aux liens qu'ont les muliers. Alors il y a des éléments sur la corruption, je ne sais pas si ça intéresse spécifiquement les lecteurs suisses, mais je révèle comment en Ukraine et en Russie le groupe a eu recours à la corruption pour s'implanter. Je révèle également que la famille Mullier fait partie, avec quelques autres familles dont l'identité n'est pas révélée. Moi je révèle l'identité des Mullier, mais les autres actionnaires ne sont pour l'instant pas sortis du bois. Il y a un fonds qui s'appelle General Atlantic, un fonds américain qui est le 7e fonds le plus important au monde. C'est un fonds de private equity. Ils investissent dans les entreprises pour le compte des familles membres de General Atlantic, et les Mullier font partie, au même titre que d'autres très grandes familles, font partie des bailleurs de fonds de General Atlantic, qui est par exemple présent au sein du capital d'Alibaba. Je révèle
comment, par exemple, en Chine, Auchan, bien que ne détenant que 30% de sa filiale là-bas, est parvenu pour la première fois à la consolider à 100% dans ses comptes. En fait, ce que Auchan faisait, alors là encore, je ne sais pas si ça intéressera les lecteurs suisses, en France, ça fait son petit effet. Auchan détient donc ces 30% et par le biais de General Atlantic, qui a acheté en bourse des titres de la filiale, de la co-entreprise dans laquelle Auchan était partenaire, Auchan, les muliers se sont autorisés, permis, ont obtenu un contrôle sur leur filiale dans le dos de leur partenaire taïwanais qui leur a permis de consolider à 100% la filiale. C'est ce que Le Monde avait retenu en France comme étant le fait le plus saillant du livre. Bon, c'est un peu technique, c'est un peu de la finance, mais c'était l'élément de révélation que mes confrères au Monde avaient retenu. Mais vous parliez tout à l'heure, avant la conférence de fondation à l'étranger, je me posais la question par rapport à la Suisse, fondation, compte bancaire, bien immobilier. Est-ce qu'il y a deux, trois choses qu'on pourrait signaler quand même? Oui, donc il y a l'AGFI qui avait révélé le projet de Gérard Mullier d'établir une fondation en Suisse. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. Je n'ai pas eu plus d'informations là-dessus. C'est Gérard Mullier en perso. Ça n'est pas l'association familiale Mullier. Je pense que c'est un projet à vertu financière et fiscale parce qu'il a en France une fondation avec des objectifs de promotion de méthodes de management, donc des activités vraiment de formation. Voilà, il y a concernant la Suisse quelques cousins qui sont établis ici. Les cousins Mullier qui font le choix de l'exil fiscal, généralement, passent la frontière entre Roubaix et Néchin. Ils font 3 km, donc c'est un exil très peu traumatisant au plan géographique parce qu'il n'y a pas bien loin. Ceux qui sont ici en Suisse, il y a peut-être 3 ou 4 foyers fiscaux, sont là depuis longtemps. En fait, voilà, au début de la conférence, j'ai parlé de ces cousins qui étaient restés au bord de la route. Il y a notamment un de ces cousins qui est décédé aujourd'hui, qu'on a prié de venir se soigner à l'eau du lac. Ça lui ferait du bien pour ce qu'il avait. Donc il s'est établi au bord du lac. Comme on ne voulait pas qu'il soit désœuvré, on lui a acheté un petit atelier de lingerie à Thonon-les-Bains. Voilà, mais il était pas très bon sur la lingerie. L'affaire a périclité, mais il est resté là. Il a eu des enfants qui se sont installés, dont certains ont épousé des Suisses ou des Suissesses. Et donc il y a quelques foyers fiscaux entre Genève et Lausanne. Est-ce qu'il y a des règles au niveau du mariage de tous ces cousins? Dans les années 50, la famille était encore très imprégnée des pratiques du siècle précédent qui voulaient que les mariages soient organisés entre enfants des mêmes grandes familles textiles. Ça a perduré, je raconte dans le livre, je rapporte le témoignage d'une femme qui dit que dans les années 50, sa rencontre a été organisée. Il y avait des tantes marieuses, donc voilà, l'invitation au bal envoyée aux parents, les tantes marieuses qui rôdent autour et qui disent tiens, on l'a vu qui danse avec un petit mulier. Donc voilà, jusqu'aux années 50. Aujourd'hui, tout ça ne se fait plus avec le regard des tantes marieuses ni même des parents. En revanche, la plupart de ces enfants de la famille Mullier sont inscrits dans les écoles de commerce, les grandes écoles de commerce, à l'EDEC, à l'ESSEC, voilà. Et là, évidemment, la mixité sociale n'est pas forcément à son maximum dans ce type d'établissement. Donc voilà, ils rencontrent des jeunes qui sont issus des mêmes milieux qu'eux, qui sont passionnés par l'entreprise. Voilà, c'est des profils assez classiques comme on en trouve dans ces entreprises. J'étais assez surpris de voir à quel point souvent les gendres, les pièces rapportées dans la famille Mullier étaient plus Mullier que les Mullier eux-mêmes. Par exemple, l'actuel président de l'association familiale, qui s'appelle Barthélemy Guillain, qui a épousé une Mullier il y a 20 ans, il parle comme un Mullier et plus qu'un Mullier même. Et il y a des mariages mixtes ou pas? Donc, vous dites qu'ils sont très catholiques. Alors, est-ce qu'il y a des mariages avec d'autres religions ou pas du tout? Religion, je ne sais pas. Nationalité, oui, beaucoup. Mais je vous dis, c'est une petite nation. J'ai listé dans le livre des mariages transnationaux. Il y a plus d'une dizaine de nationalités.
parce qu'il y a des cousins qui sont partis en Espagne faire des hypermarchés, ils sont restés là-bas, leurs enfants sont partis au Brésil, il y en a partout, il y en a vraiment, oui, il y a une dizaine de nationalités. Après, sur les religions, je pense que c'est un peu comme le film de Christian Clavier, voilà, sur le père qui désespère de voir l'une de ses 4 filles se marier avec un vrai Français. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, voilà. Je pense que les cousins catholiques sont accueillis avec un peu plus de sourire peut-être que les musulmans ou d'autres religions, ou les bouddhistes, voilà. Mais bon, j'ai pas creusé spécifiquement cet aspect-là parce que on était là sur la vie privée et ça n'avait pas de conséquences sur la marche des affaires. En revanche, tout à l'heure, je me suis autorisé à vous parler de divorce parce que chez les Mullier, les divorces sont des événements de vie privée qui impactent la vie économique. Chez eux, la frontière entre les affaires privées et les affaires tout court, elle est extrêmement ténue. Et à plusieurs reprises, je me suis trouvé confronté à une confrontation journalistique. Qu'est-ce que je fais? Je le dis, je le dis pas. Voilà. Quel contact vous avez voilà, pardon. Quel contact vous avez aujourd'hui avec la famille Mullier, sachant qu'en 2011, quand vous avez annoncé ce projet de livre, Gérard Mullier s'est opposé complètement. Donc là, c'est le contact. Et puis du coup, est-ce qu'on version non autorisée un peu de ce livre? Est-ce qu'il y a des procès? Est-ce qu'il y a des problèmes comme ça? Et puis l'autre question que j'aurais, très différente, mais je la pose maintenant. Parmi les 700 cousins, combien travaillent dans le groupe? Et sinon, parmi donc, toutes ces enseignes et ce groupe, combien dans le management ne sont pas dans la famille et comment ils sont rémunérés ces gens alors du coup? Voilà. Donc pour ce qui est de l'accueil de mon travail par la famille, il est très mauvais, parce qu'ils ont une devise, c'est le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit, ils n'aiment pas les journalistes. Les entreprises font parfois des conférences de presse, mais la famille ne parle jamais, jamais, jamais. Je relance tous les ans le président, ils vont avoir samedi prochain leur assemblée générale. Chaque année, à chaque fois, je relance le président en disant, voilà, est-ce qu'on pourrait organiser une interview? Ça n'a jamais, jamais été possible. Donc voilà, les initiatives de journalistes s'intéressant à eux sont toutes renvoyées, repoussées, y compris Gérard Mullier, par exemple, utilise des arguments. L'autre jour, il m'avait envoyé un courrier recommandé me demandant de ne pas faire ce livre, de ne pas mettre sa photo sur la couverture. J'ai posé la question à mon conseil juridique, qui m'a dit non, en France, on a une législation qui permet aux journalistes d'aller assez loin, y compris dans la reproduction de photos. Voilà, donc le livre n'est pas évidemment pas une biographie autorisée. Ils auraient préféré que je reste dans mon coin où je m'intéresse à d'autres entreprises qu'à la leur. J'ai un blog sur lequel je suis un petit peu en fil rouge, ça s'appelle leblogmullier.com, où je publie des informations sur la vie de leurs entreprises. Là, pour le coup, à quelques reprises, j'ai reçu des courriers d'avocats me demandant de retirer ceci ou cela. Là, moi, je suis pas un spécialiste, donc je pose la question à mon avocat qui me dit, bah ça, effectivement, il faut. Un jour, j'ai fait un poisson d'avril concernant la femme de Gérard Mullier, et j'ai des confrères en France qui pioche de temps en temps des infos sur mon blog et comme généralement c'est bien sourcé, ils prélèvent et ils ne prennent pas la peine de me passer un petit coup de fil. Et donc le poisson d'avril s'est retrouvé pris pour de l'argent comptant et a été repris notamment dans La Voix du Nord. Et ce poisson d'avril consistait à dire que Bernadette, l'épouse de Gérard Mullier, allait devenir la présidente d'Auchan parce que Gérard était atteint par l'âge limite de la retraite, etc. J'ai mis une photo de Bernadette et c'était une blague. Et là j'ai eu une réaction très formelle, très officielle. Il a fallu retirer la photo, s'excuser. Alors j'ai retiré la photo, je ne me suis pas excusé. Mais donc oui, c'est parfois un petit peu tendu. Encore il n'y a pas très longtemps, Gérard Mullier m'a envoyé un SMS me disant, me reprochant, je faisais une séance de dédicace dans le nord de la France et puis il me reprochait de pas de gagner de l'argent mais de vivre en racontant ce que je fais aujourd'hui voilà, en parlant d'eux, et puis ça vous créez vous nuisez à nos intérêts, on vous demandera, nos entreprises vont vous demander des dommages et intérêts, donc en même temps c'est un vieux monsieur et je pense qu'il y a une part de cette attitude qui est à mettre sur le compte aussi voilà, il est en retraite aujourd'hui de son entreprise, il s'occupe peut-être un petit peu. Gérard Mullier a 80, il est donc de 31, donc voilà, 84.
Les autres questions, donc sur le nombre d'employés, de membres de la famille travaillant dans les entreprises, ça évolue en permanence. Il y en a 70 avec de vraies positions, mais si on inclut tous les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont invités à aller se former dans les entreprises, ça peut aller jusqu'à 200. Si on considère, dans leur rapport annuel, ils listent voilà, les cousins qui sont ou en entreprise ou qui vont avoir des missions temporaires leur permettant plus tard, s'ils le souhaitent, de devenir administrateurs. Parce compte tenu de toutes ces entreprises, de toutes ces filiales, ils essaient d'avoir des membres de la famille qui soient intéressés, impliqués. Donc il faut les encourager à devenir administrateurs. Donc ils ont des programmes d'immersion pour ceux de leurs jeunes qui le souhaitent, pour entrer dans les entreprises, y faire des stages, et puis s'ils le souhaitent plus tard, devenir administrateurs. Parce qu'il faut vraiment beaucoup d'administrateurs, et là, ils n'en ont pas suffisamment, et ils ne veulent pas que des administrateurs familiaux, donc ils piochent aussi. Il y a par exemple un dirigeant d'entreprise salarié qui peut être apprécié, eh bien on lui demandera peut-être s'il veut bien siéger au conseil d'administration de telle autre boîte. Vous voyez, sur leurs enseignes, là, actuellement, il y en a presque la moitié, dont les présidents de conseils de surveillance. Je ne parle pas des présidents de conseils d'administration, des surveillants. En théorie, c'est les familiaux qui devraient surveiller, mais dans la moitié des cas, ce sont des non-familiaux qui sont sollicités pour surveiller. Donc ça veut dire nommer le dirigeant, c'est pas rien comme responsabilité. Merci. Ils sont rémunérés comment alors? Est-ce qu'ils n'ont pas ces dividendes, ils n'ont pas ces parts, ils n'ont pas ces titres familiaux? Ceux qui sont des associés familiaux ont leur rémunération d'actionnaires, de propriétaires avec un coupon, voilà. Après, il y a des salaires. Chez les Mulliez, il y a un principe, c'est un principe que je trouve plutôt sain, c'est que l'écart entre le plus bas des salaires d'une entreprise et le plus haut ne doit pas dépasser le facteur 20. J'ai pas eu la possibilité de le vérifier et je pense que ça, pour certains d'entre eux, peut être contourné par des systèmes de rémunération variables, mais en théorie, et Gérard Mullier l'a dit à quelques reprises quand il est intervenu dans des cercles patronaux, il a dit chez nous, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas plus un écart de 1 à 20 entre les salaires de base des hôtesses de caisse et les salaires des patrons, des dirigeants. Toujours mieux que 1 à 500. Je me demandais, vous dites que vous avez commencé ce sujet en 2011, donc ça fait quand même pas mal d'années consacrées à ce travail-là. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Je ne connais pas vos livres précédents, mais pourquoi cette famille-là? Alors, je ne fais pas que ça, hein. C'est un travail que je mène en parallèle de mon travail de journaliste. Je suis journaliste indépendant. J'avais déjà publié un premier bouquin en 2006. Voilà, donc en fait pour celui-là c'est 3 ans de travail, mais c'est une actualité que je suis en fil rouge. Pourquoi celle-là? Pourquoi je me suis passionné pour ce sujet? Parce que je suis un journaliste d'investigation, j'aime quand l'information se refuse à vous et qu'il faut gratter. L'actualité de Carrefour, de Casino ou de LVMH est une actualité qui est très couverte. Comment dire, il y a des conférences de presse, il y a une cotation en bourse qui fait que les obligations de communication imposées aux entreprises sont importantes. Chez les Mulliez, il n'y a rien de tout ça. Donc l'intérêt d'aller creuser, fouiller, expliquer, analyser, il était important. Et puis surtout, ce que j'ai découvert, et notamment ce pacte, c'est quelque chose de parfaitement inédit. En plus, si ça avait concerné la boulangerie du coin, je pense que je n'y aurais pas passé autant de temps, mais là ça concerne quand même un empire considérable. Je pense que ce sont là les moteurs de mon intérêt pour ce sujet. Et puis il y a chez les Mulliez un matériau très romanesque. Là on n'en a pas parlé, mais les vies de ces 11 frères et sœurs que j'évoquais tout à l'heure pourraient être tirées d'un roman, aussi bien en termes de succès que de drames familiaux. Les drames familiaux, j'en évoque certains quand je considère que je peux le faire. On a vraiment un matériau très très romanesque. Donc voilà pourquoi je m'y intéresse tant. Oui, dernière. J'aimerais savoir quelques précisions par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Où résident fiscalement les principaux actionnaires de cette galaxie? Payent-ils leurs impôts en France ou sont-ils en Belgique? Et ceux qui sont en Suisse, ce sont des actionnaires importants. Est-ce que vous avez une idée de l'estimation de leur fortune de ceux qui sont en Suisse?
La majorité des membres de la famille habitent en France. La deuxième domiciliation fiscale, c'est la Belgique, et notamment la commune de Néchin, juste de l'autre côté de la frontière. Alors, quels sont ceux qui font le choix de l'exil fiscal? On viendra après sur le cas suisse. Ceux qui font le choix de l'exil fiscal sont ceux qui sont les plus gros propriétaires et ceux qui ne travaillent pas dans les entreprises. Parce qu'en France, quand vous pouvez faire considérer votre outil de travail, votre patrimoine comme étant votre outil de travail, vous pouvez le retirer de l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune. C'est par exemple pour cela que Gérard Mullier, quand il a pris sa retraite, il s'est organisé pour être nommé président d'un conseil stratégique d'Auchan qui lui a permis de toujours faire considérer par l'administration fiscale ses détentions dans Auchan comme étant de son outil de travail. Donc voilà, il échappe, lui, à l'impôt sur la fortune. Le premier actionnaire de la famille Mullier, c'est un frère de Gérard Mullier, c'est Jean Mullier. Et lui, il vit en Belgique parce qu'il était un rentier pur et simple, il n'a pas d'activité professionnelle, il en a eu, mais il a échoué, donc lui, il a intérêt à un intérêt fiscal. Pour ce qui est de la Suisse, le plus important d'entre eux est Michel Mullier, quelqu'un qui se trouve à titre personnel être investi dans le développement d'une nouvelle génération de moteurs, une société qui commence par MC, peut-être MCE, basé en France, mais dont il est l'un des actionnaires importants. Michel Mullier, qui a un temps été membre du conseil de gérance de l'association familiale. Michel Mullier, qui est un descendant donc de l'oncle Henri, qui s'était installé sur les bords qui s'était installé à Thonon dans les années 50. Le volume global de sa fortune, je ne le donne pas dans le livre. Un confrère suisse m'avait posé la question il y a quelques années. Je l'avais situé. Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. On était au-delà des 100 millions d'euros. Voilà. Mais je ne vais pas être plus précis que ça parce que je dirais peut-être des bêtises. Oui, merci de bien vouloir employer le conditionnel si jamais vous reprenez ce chiffre. Merci beaucoup. Je crois que on arrive au bout de cet entretien. En tout cas, c'était passionnant aussi, passionnant de vous écouter, Merci. puis de découvrir effectivement cette forme d'entrepreneuriat assez originale et semble-t-il couronnée de succès. Très bien. Alors, merci de votre attention. Merci au Club de la Presse de Genève. Oui, c'est pas commun. Hein. Ouais.